OK. Merci de cette invitation de venir ouvrir le congrès. C'est certainement un grand jour quand on a un congrès dédié à ce thème qui allie apprentissage, école et créativité. Parce que souvent, on en parle un peu, mais on ne va pas approfondir ces notions. Alors, donc, je vais parler de l'école créative de demain, afin de mettre en route quelques idées qui vont certainement voir leurs expressions au cours de ces 2 journées. Alors, notre histoire commence il y a longtemps. On peut remonter jusqu'à peut-être 2 millions d'années à peu près. Ça, je vais couvrir dans cette première diapositive les 2 millions d'années. Ensuite, des quelques années plus récentes, je vais aller plus lentement. Alors, on a des premières traces de la créativité dans les outils créés par l'homme ou nos ancêtres, même avant l'homme moderne. Et on voit qu'il y a eu là une transformation des choses, des pierres qu'on trouvait, et il y a eu cette idée que nous pouvons agir, inventer, faire autrement de ce qui est présenté devant nous dans la nature, et petit à petit, on transforme, on améliore, et on arrive à des outils et des méthodes et des choses innovantes. Donc, c'est dans notre nature, c'est une qualité de survie d'être créatif. Alors, si on va plus récemment dans des grottes, par exemple la grotte de Lascaux, on voit des peintres rupestres, on voit des scènes de chasse. C'est peut-être une sorte de créativité artistique ou peut-être une sorte de créativité dans l'art de la communication qui a abouti à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire j'affiche des images sur le mur et j'en parle et on a l'outil pédagogique PowerPoint. Alors, mais il y a eu toujours, depuis le début du temps, ça c'est une bande dessinée que j'ai trouvée qui venait des archives de quelques millions d'années. Il y a toujours des réticences pour la pensée créative. Donc ici, on voit, je ne sais pas si c'est la maîtresse d'école ou juste une mère de famille, mais un enfant qui vient d'avoir une petite idée qui peut nous être utile, alors va se voir un petit peu gronder parce qu'il faut vraiment juste faire le travail convenu, c'est-à-dire tirer des pierres vers le haut de la colline plutôt de s'amuser avec des nouveautés ici. Okay. Alors, souvent on contraste 2 grandes notions et je représente ces notions par ce que vous connaissez comme Homo sapiens et ce que je propose c'est la personne du 21e siècle que nous souhaitons former qui s'appelle Homo creativus, qui est marqué par son esprit d'invention. Donc, on contraste les personnes intelligentes et les personnes créatives. On contraste des personnes qui manient la connaissance d'une manière experte et des personnes qui inventent de nouvelles connaissances, qui font des liens entre des choses déjà existantes. Si on passe des tests de QI et des mesures, des épreuves de créativité, on trouve que la corrélation est faible, typiquement. On ne mesure pas la même chose. Quelqu'un qui a un fort QI n'a pas forcément une forte capacité de créativité. Et donc, les corrélations, c'est autour de 0,10, 0,20. Donc, c'est des corrélations très faibles sur une échelle qui va jusqu'à 1, corrélation parfaite. Et si on met en relation la performance scolaire des notes et des mesures de créativité et pensée créative chez les étudiants, les élèves, les corrélations sont à peu près 0 et vont de plus 10 à moins 20. C'est-à-dire, parfois, ceux qui sont des bons élèves avec des notes élevées
sont un peu moins créatifs que des moins bons élèves. Et souvent, quand on a constaté ce type de résultats dans des écoles en France, des enseignants étaient soulagés. Ils disaient « Oh, ça va, c'est bon », parce que ça veut dire on ne perd pas notre temps sur des choses en dehors du programme scolaire national. Donc, c'est bon. Alors, mais la créativité est de plus en plus souvent associée à des objectifs pédagogiques. Dans une étude 2010 par IBM chez des PDG dans plein de pays, la créativité était citée comme caractéristique parmi les plus importantes pour des futurs PDG de ces grandes multinationaux. Dans une enquête 2013 menée par Adobe, PDF et compagnie, dans plein de pays, avec des enseignants et des parents d'élèves, il y a eu un grand pourcentage de parents et d'enseignants qui citent la créativité comme un objectif essentiel de l'école pour promouvoir l'économie du XXIe siècle et qui indiquent qu'ils souhaitent voir plus dans des programmes éducatifs à l'école. Mais de quoi parle-t-on finalement? Alors, il y a beaucoup à dire sur la définition de la créativité, mais je vais tout résumer dans cette diapositive afin de ne pas passer toute la matinée dessus. Donc, c'est une première approche et vous pouvez bien sûr avoir une idée un peu différente, un peu plus élaborée certainement. Donc, d'abord, quand on parle de créativité, c'est un mot qui se place dans un univers linguistique. On parle aussi d'imagination, d'invention, de découverte, d'innovation, création. Et ces termes ont des nuances différentes. Ils ne sont pas tout à fait la même chose. Okay. La créativité spécifiquement, on définit souvent en psychologie au moins, comme une capacité à inventer, à réaliser une production. Alors, production, c'est quoi? C'est une sorte d'œuvre, c'est une trace, c'est une poésie, c'est un dessin, c'est une idée élaborée en mots sur une page. Okay? Et cette œuvre a deux grandes caractéristiques. Il y a de la nouveauté. C'est quelque chose d'original. Original pour qui? Au moins, au minimum, original pour l'enfant qui vient d'inventer le truc. C'est le minimum. Et ça, c'est ce qu'on appelle la créativité à l'échelle personnelle. Il se peut que déjà d'autres ont eu cette idée, mais au moins que l'enfant vient d'avoir l'idée, c'est une expression créative à titre personnel. Ensuite, il y a la créativité par rapport à d'autres enfants. Donc là, c'est la créativité reconnue socialement parce que l'enfant, comparé à d'autres, a une idée un peu plus originale que d'autres. Ensuite, on peut dire qu'il y a la créativité dans un champ de pensée professionnel, on va dire. Et donc, il se peut que parfois des élèves inventent quelque chose qui a une valeur originale par rapport à un secteur de pensée. Donc, on peut très bien avoir un élève au lycée dans un parcours artistique qui fait une œuvre artistique et par rapport à d'autres artistes connus dans ce champ professionnel, ça a de la valeur. Et on a ce qu'on appelle la créativité C majuscule, c'est les grands éminents cas comme Picasso, Einstein et compagnie. Et donc, parfois, il y a une reconnaissance mondiale de la nature originale d'une idée. Alors, mais ce n'est pas uniquement avoir une idée originale, c'est aussi d'avoir une idée qui convient, qui est adaptée, qui répond aux exigences. Ce n'est pas n'importe quoi comme idée. Ce n'est pas de l'imagination pure. Et donc, on aime bien distinguer des idées très originales mais qui sont n'importe quoi. On appelle ça le hors-sujet. Et ça, c'est pas bon.
et ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. C'est du hors-sujet, ça. On veut des idées qui sont originales, mais qui prennent place dans une situation, dans une tâche qui répond à certaines exigences. Donc, on parle parfois de l'imagination adaptée ou appliquée. Alors, il y a eu des pensées depuis plus d'un siècle sur ces thèmes. Ribot, par exemple, un des premiers psychologues, chercheurs en psychologie francophone qui a écrit des choses sur créativité, a prévu pas mal d'idées d'actualité. Par exemple, on peut être tous créatifs, plus ou moins. On peut inventer une chose qui est originale pour soi ou originale pour l'espèce. Souvent, on restreint cette notion de créativité à des cas éminents, et on dit des Einstein et compagnie, mais ce n'est pas nous. Mais en fait, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de ce qu'on trouve chez Einstein, Picasso et d'autres, qu'on trouve chez toute personne dans une démarche créative. Et il a également suggéré que la créativité n'est pas une sorte de capacité générale, que vous êtes créatif partout, plus ou moins, mais on est créatif dans certains secteurs, peut-être moins dans d'autres secteurs, et donc il convient de parler de la créativité dans des champs d'action ou dans des disciplines. C'est plus intéressant de parler d'un profil que quelqu'un peut avoir plutôt que vous êtes à tel ou tel niveau de créativité et vous faites ça dans tout ce que vous faites. Alors, quand on parle de la créativité, souvent on évoque 4 aspects. On évoque la personne. Ici, vous voyez Constantin Brancusi, sculpture, qui est un individu avec une personnalité, avec des capacités intellectuelles qui entrent en jeu. Cette personne, cet individu créateur, va engager un processus de travail. C'est le processus créatif, c'est des actions, c'est un enchaînement. Ensuite, ce processus va se dérouler dans un endroit, un environnement. Là, vous voyez Brancusi en train de faire de la sculpture. Vous voyez un atelier d'artiste. Ce n'est pas l'atelier de Brancusi, c'est l'atelier de Francis Bacon. C'était souvent moins bien rangé, mais là, on a eu une journée après rangement. Et ça aboutit à une production créative. Et donc là, vous voyez une production effectivement de Brancusi, c'est l'oiseau en vol. Alors, donc, on a la personne, on a le processus, on a l'environnement, la place, et on a la production. On peut s'intéresser à différents aspects de ces 4 P de la créativité. Alors, on constate, quand on s'intéresse à la créativité, qu'il y a une grande variabilité. Il y a des personnes qui ont des idées très créatives par rapport à d'autres qui ont des idées plutôt banales. Il est plus typique d'avoir une idée banale, n'est-ce pas? Alors, quand vous regardez ces 2 dessins faits par adultes, avec le thème la Terre vue par un insecte, vous avez peut-être une idée, une préférence, quel dessin est plus créatif, plutôt créatif pour vous? Est-ce que c'est ce dessin ici ou ce dessin ici? Alors, si vous voyez des centaines de dessins, vous allez mieux apprécier qu'est-ce qui est plutôt créatif. Et donc, une partie de la posture d'un enseignant qui s'intéresse à la créativité, c'est d'avoir la culture de qu'est-ce que des gens produisent dans telle ou telle situation afin d'apprécier qu'est-ce qui est plutôt original quand ça arrive. Okay? Alors, si vous voyez des centaines de dessins, vous allez constater que ce dessin, cette idée, globalement, c'est très fréquente. Beaucoup de gens pensent que les insectes voient la
Terre voir leur monde comme ça. Ici, vous avez quelqu'un qui a joué sur la notion que des insectes ont des yeux différents de nos yeux, et ils ont capté d'une manière un petit peu humoristique, peut-être, les différents aspects du monde d'insectes, avec, par exemple, le poison, le zap électrique, le camion, etc., différentes choses. Alors, on peut dire que cet insecte vit dans un monde angoissant, stressant, ou c'est peut-être qu'on a un insecte qui a des troubles psychologiques. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour la psychologie de l'insecte, mais pour la créativité. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux artistes en herbe? Well, peut-être quelqu'un a plus de connaissances des insectes, et ça peut jouer. Peut-être quelqu'un est plutôt prêt à prendre des risques d'exprimer une idée originale. Il se peut que l'autre a eu la même idée, mais a dit « Oh non, c'est trop fou, je ne vais pas le faire. » D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Il se peut qu'il y ait une différence de processus de travail. Il se peut que beaucoup de monde commence ici avec une idée. Il dit « C'est pas mal, je vais élaborer mon dessin. Point final. » Et quelques personnes ont cette idée et disent « C'est peut-être pas une idée géniale. Peut-être je peux faire mieux. Je vais poursuivre ma recherche. » Ensuite, il tombe sur une autre idée et dit « Ah oui, ça c'est mieux. » Okay? Donc c'est une différence de processus, peut-être. Alors, il se peut que vous connaissez ce qu'on appelle 21st Century Skills Movement aux États-Unis, qui inclut la créativité comme un des 4 compétences clés pour le 21e siècle. Des autres sont la capacité de pensée critique, la capacité de communication et la capacité de collaboration. Donc, ça c'est 3C, et on a créativité. C'est la 4e capacité, clé. Et quand on parle de créativité, on parle dans ce mouvement pédagogique, de ces aspects-là, générer, élaborer, peaufiner des idées, utiliser des techniques de créativité comme des outils qu'on a appris à utiliser à bon escient, se montrer ouvert aux idées, collaborer, communiquer des nouvelles idées, et mettre en œuvre, implémenter des idées. Ça, c'est des facettes de la compétence créative, selon cette approche qui est beaucoup d'écoles, beaucoup d'États souscrits dans le mouvement aux États-Unis, au moins. Alors, maintenant, je vais vous présenter rapidement quelques observations de ce que j'appelle la science de la créativité. C'est des faits divers éventuellement utiles pour la pédagogie qu'on a découverts dans nos recherches scientifiques. Alors, donc voici un petit résumé. Okay. Le potentiel créatif implique plusieurs facteurs. En partie, des manières de penser. Peut-être l'utilisation de la pensée métaphorique, par exemple. En partie, la personnalité, prise de risque, par exemple. Et en partie, des émotions peuvent jouer en faveur de la créativité. La créativité n'est pas uniquement de posséder ces ingrédients, mais il faut les mettre en œuvre dans un processus. Il y a une mise en œuvre et des techniques de créativité peuvent faciliter la mise en œuvre de ces ingrédients. La créativité se décline selon des champs. Être créatif artistiquement, en art visuel, ce n'est pas tout à fait la même chose, avec les mêmes ingrédients, le même processus, d'être créatif linguistiquement, par exemple, avec le langage, ou scientifiquement. La créativité peut évoluer au cours du développement. Ce n'est pas quelque chose de figé qu'on ne peut pas augmenter, au contraire. Et
la créativité au quotidien et les cas éminents, c'est un peu le même phénomène finalement. Vous avez des enfants, des élèves qui ont des idées originales et c'est un petit peu la même démarche que des cas éminents qu'on peut citer comme Einstein et compagnie. Alors, voici un exemple d'une composante de la pensée créative. On appelle ça la pensée divergente exploratoire. Capacité à chercher plein d'idées dans différentes directions. Si on donne cette tâche aux enfants, comment utiliser une boîte en carton, chaque enfant, chaque élève peut nous citer un certain nombre d'idées. Ces idées vont sortir dans un certain ordre, forcément. Première idée, deuxième idée. On peut comparer l'idée qui sort à d'autres enfants et voir si c'est une idée rare ou typique, banale, fréquente. Et on peut voir un enfant là qui a eu 9 idées, certaines idées plus rares que d'autres. On peut tracer les 9 idées de cet enfant dans sa séquence, idées 1 à 9, avec des idées plus ou moins originales sur cet axe. Et donc, il y a parfois une idée très originale, parfois une idée moins originale, et ça se déroule, son petit processus de divergence, de recherche. Là, c'est un autre enfant, en violette, qui a eu 12 idées. Et on s'est amusé à voir s'il y a quelque chose dans cette capacité de divergence qui peut être intéressant pour des applications en enseignement. Donc, on a pris la séquence de chaque enfant et on a découpé en première partie, deuxième partie, seconde partie. Si vous avez 12 idées, vous avez les 6 premières idées et les 6 dernières idées. On calcule l'originalité des idées de chaque partie et on constate le suivant. En général, les idées de la première partie de séquence de chaque personne sont moins originales que des idées qui viennent plus tard. Les premières idées de chaque personne sont moins originales que ses dernières idées. Et ça, c'est sur presque 200 personnes, 200 enfants, mais c'est quelque chose qu'on a répliqué dans maintes études. Donc, il faut chercher, il faut être motivé, il faut avoir un bon moteur de recherche dans sa tête, mais il faut aussi avoir de quoi chercher. Il faut avoir des choses en rayon quand on cherche. Okay? Et beaucoup de gens s'arrêtent trop tôt dans leur recherche et donc ils ont une très forte probabilité d'être dans des idées que tout le monde trouve. Donc, on peut en tirer des conséquences potentiellement pour enseigner la créativité. Alors, exemple de la personnalité en jeu, prise de risque. On peut poser une situation en disant, vous feriez quoi, vous, chaque élève, si vous avez le choix entre poursuivre une idée typique, peu de risque, c'est sûr vous allez avoir une note acceptable, ou poursuivre une idée plus risquée et peut-être avoir un grand succès avec quelque chose d'original, mais peut-être un échec. Et chaque élève se situe, je ferai plutôt la chose peu risquée, ou plutôt je prendrai le risque. Alors, dans l'école, on peut engendrer cette tendance à prendre des risques ou à vouloir éviter des risques. Donc, on peut agir sur cette composante petit à petit au cours des années dans chaque classe. Clifford, dans une série de recherches aux États-Unis, mais nous avons répliqué ces recherches en France et d'autres en Chine, personnes ont fait en Chine et d'autres pays, a constaté que l'école traditionnelle tend à écraser le désir de prendre des risques. Et donc, elle s'est amusée à demander aux enfants, entre CM1 et 6e, dans des bonnes écoles, des écoles de bon calibre,
elle a proposé des problèmes à résoudre dans des cahiers de problèmes mathématiques, langage, etc. Et chaque élève choisit 6 problèmes parmi 35 que l'élève a envie de faire, qui sont fun. Et on constate que quand on prend des élèves de CM1, à peu près 10 ans, ils ont tendance à choisir des problèmes labellisés problèmes pour des élèves de CM1. Quelquefois des problèmes pour des CE2, un petit peu facile. Quand on prend des élèves de CM2, ils ont la tendance à choisir des problèmes labellisés problèmes indiqués pour des CM1. OK? Parce qu'ils sont plus performants, ils savent de quoi on parle là. OK? Ce qui est fun, c'est d'avoir une bonne note. Ce n'est pas d'avoir un défi personnel. Okay? Et quand on va en 6e, alors il y a soit on prend des problèmes pour CM2, soit carrément des problèmes de CM1. C'est encore plus fun parce que c'est plus facile. Okay? Donc, c'est juste pour montrer que souvent à l'école, avec certains objectifs pédagogiques, on peut nuire à des aspects de l'esprit qui finalement sont importants pour autre chose, comme pour la créativité. Alors, parlons d'un cas éminent, Van Gogh. Van Gogh, qu'est-ce qui fait que Van Gogh a eu une poussée énorme de créativité à un moment dans sa vie? Well, il y a eu plein de choses ensemble à ce moment-là. C'était une convergence spécifique qui fait Van Gogh est devenu un cas éminent. Il y avait bien sûr Van Gogh, sa personnalité, son profil émotionnel. Il y a eu aussi Millet, pardon, il manque un M. Millet, c'est un artiste français qui a beaucoup inspiré Van Gogh dans ses compositions. Vous voyez un peu l'inspiration d'une œuvre de Millet, et après Van Gogh a vu ça, il a fait ça. OK? Mais il a fait avec son style de couleur et d'émotion. Il y a eu aussi l'environnement de Van Gogh à Arles, en France. Alors, Arles, c'était super, la lumière était très propice, c'était une lumière comme au Japon, qui plaisait bien à Van Gogh. Van Gogh, il ne connaissait pas le Japon, mais il imaginait la lumière du Japon comme ça, et donc il était dans un bon environnement. Et aussi, il y avait le passage de Gauguin, camarade de classe des artistes, qui était stimulant, et Théo, son frère, qui soutenait Van Gogh dans sa démarche artistique. Donc tout ça ensemble, à un moment, fait que la plupart de ses grandes œuvres sont faites pendant sa période à Arles, en fait. Alors, maintenant, parlons du processus créatif. Quelques mots. Je vais citer des études qui vont être davantage présentées plus tard, aujourd'hui ou demain, et c'est des recherches qu'on avait faites avec beaucoup de collègues, dont Marion Boutella. Et on a demandé à des étudiants de l'art, des étudiants d'écriture scénaristique, d'ingénierie, de design, etc. Aussi, avec design, Nathalie Bonardel et son équipe étaient impliquées. Et donc, ces étudiants ont suivi leur processus de création au cours de plusieurs semaines de travail. Et on a abouti à des productions pour des artistes, des étudiants d'art qui, par exemple, voici un exemple, et certains étudiants, bien sûr, ont produit des choses plutôt réussies en créativité que d'autres, selon des professeurs d'art. Donc, on s'est intéressé à des différences de processus entre ces étudiants qu'on appelle les C+, et des étudiants un peu moins performants, mais quand même des bons étudiants d'art, qui sont des C-. Est-ce qu'ils suivent des chemins différents afin d'arriver à leur production finale? C'est le processus, c'est peut-être une différence de processus qui fait que certains arrivent mieux que d'autres. Et si on avait connaissance de ces différences, on peut enseigner comment suivre une démarche qui risque de vous aider à être créatif. Donc,
on va contraster 7 étudiants C+, et 5 étudiants C-. Il y a plein d'autres qui sont au milieu, donc on ne présente pas. Et voilà, vous voyez ici le tracé des étudiants C+, et des C-. D'abord, on a des étapes. Chaque étudiant peut engager des activités lors de son processus. L'étudiant peut définir son problème artistique, se documenter, questionner le problème, évaluer son œuvre, profiter du hasard, prendre des pauses. Même chose ici. Donc, chaque étudiant visite des mini-étapes. Et on s'intéresse à des enchaînements entre ces étapes. Oups, pardon. Et donc, d'abord, vous voyez visuellement que des C+, il y a un peu moins de flèches qui partent dans tous les sens que des C-. OK? Ça, c'est des transitions fréquentes pour des deux groupes d'étudiants d'artistes. Donc, si on prend un exemple, après avoir défini leur problème artistique, beaucoup de C++ vont aller se documenter sur le thème. C'est très fréquent. Tandis que les C-, ils vont pas forcément se documenter tout de suite, ils vont aller faire autre chose, d'accord? Et donc, c'est des chemins différents. C'est comme si on avait des recettes de gâteaux. Et selon la séquence des actions dans la recette, vous allez avoir un aboutissement plus ou moins agréable à manger. Donc, dans les cours de cuisine, on dit, écoutez, d'abord, vous mélangez des œufs et la farine avant de mettre les trucs dans le four. Et tout le monde comprend que le processus, c'est important. OK? Alors, donc, des C+, après avoir défini le problème, vont se documenter. Des C-, ils vont aller expérimenter tout de suite. Ils définissent le problème, ils disent, OK, on va en studio, on essaie. Des C+, quand ils sont en expérimentation, ils trouvent ça très positif, motivant, émotionnellement agréable. Et des C-, ils sont stressés, ils ont des doutes, des frustrations. Donc, c'est des différences dans le processus. Alors, est-ce qu'on peut être créatif dans plein de secteurs ou est-ce qu'on tente à réussir mieux ici et là selon le champ? Well, si on demande aux gens de faire beaucoup de productions créatives et on corrèle le résultat de leur production évalué par des panels de juges, on a des corrélations plus ou moins fortes. Quand on donne deux tâches quasi identiques, deux dessins avec des thèmes différents, la corrélation est assez forte. Quand on donne deux tâches artistiques, visuellement artistiques, comme un dessin et collage, la corrélation est moyenne, modérée. Et quand on donne une tâche de dessin et une tâche d'invention littéraire, la corrélation est plutôt faible. C'est parce que les mêmes ingrédients ne sont pas toujours mis en œuvre, le processus n'est pas identique, et donc il y a une certaine spécificité à l'acte créatif. Alors, le système éducatif, je suis comment dans mon temps? En 20 minutes, c'est parfait. OK. Alors, dans le système éducatif, maintenant, on va essayer d'en tirer quelques idées pour l'école créative de demain. Parce qu'on est là pour ça, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir que l'école créative de demain, il n'y a pas une certaine chose qu'on doit faire. Il n'y a pas un ingrédient secret. Et si vous avez ça, c'est bon. Il y a plusieurs choses, plusieurs composantes qu'il faut mettre en œuvre ensemble dans une approche, on va dire, un peu systémique. Okay? Alors, quels sont ces grands éléments? Well, il y a, bien sûr, des élèves et des enseignants, le facteur humain, comme on dit. Okay? Il y a aussi l'environnement de l'école, la salle de classe, si on veut. Okay? Il y a aussi la direction de l'école,
les objectifs pédagogiques qu'on fixe par le programme ministériel ou local, le rôle du dirigeant de l'école, par exemple. Et il y a aussi le programme et le soutien que le programme peut offrir. Okay? Alors, quand on parle de créativité à l'école, il faut savoir qu'il y a deux choses. On parle parfois enseigner la créativité, promouvoir cette capacité chez les enfants. C'est une chose. Et parfois, on parle de comment enseigner les matières, promouvoir la connaissance, d'une manière créative et engageante. Ça, c'est une approche pédagogique créative de l'enseignant, c'est-à-dire je vais présenter l'histoire de la Suisse, mais d'une manière innovante. Je vais être créatif dans mon travail en tant qu'enseignant, mais c'est pour transmettre la connaissance, c'est pas forcément pour engendrer la créativité chez les élèves qui réinventent l'histoire de la Suisse. C'était pas ça l'objectif. Et on peut concevoir le métier d'enseignant d'une part comme acteur de créativité parce que vous montrez un exemple de quelqu'un créatif dans son quotidien. Et aussi, on peut concevoir le métier d'enseignant comme ce qu'on appelle un métier créatif parce que vous avez une certaine liberté dans votre conception d'un cours et comme un artiste, vous pouvez inventer quelques activités pédagogiques et donc ce n'est pas un métier qui est faiblement intriqué avec la créativité, comme par exemple quelqu'un qui doit, je ne sais pas, compter les billets rendus à la caisse dans une banque. Il ne faut pas être trop original dans cette démarche-là. Okay? Je pense ça au hasard. Parce que quelqu'un m'a dit, en Suisse, on connaît bien le secteur bancaire. Mais c'est un métier qui ne sollicite pas fortement une démarche créative d'être caissière à la banque. Okay? Mais le métier d'enseignant peut impliquer la créativité, un peu comme des métiers d'artistes. Alors, maintenant, le système éducatif. Donc, les enseignants se différencient par rapport à leur potentiel créatif. On peut mesurer ce potentiel et ensuite, selon le niveau potentiel créatif d'un enfant, proposer des activités pédagogiques en faveur du développement du potentiel créatif. Les enseignants, comme on avait indiqué, peuvent être modèles de créativité pour les enfants et participent bien sûr à valoriser la créativité, à évaluer qu'est-ce qui est une idée créative dans une salle de classe et indiquer qu'on souhaite plus de ça ou on ne souhaite pas. On a plein d'exemples que des personnes racontent quand dans une classe, un enfant lève sa main et dit « Mais, monsieur ou madame, j'ai une autre idée, peut-être on peut faire autrement. » Et l'enseignant dit oh, « Pardon, mais on n'a pas de temps pour ça. Il faut rester cadré là. » Okay? Donc, les enfants comprennent que la créativité, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. Okay? Alors, comment évaluer la créativité chez l'enfant? Parce que si on n'a pas de moyen d'évaluer la créativité, on est un petit peu bloqué dans le système scolaire. On veut voir qu'on progresse, qu'on avance, que par l'enseignement, on fait profiter des élèves et ils deviennent plus créatifs. Et ce n'est pas juste qu'il me semble que mes activités étaient favorables. Il faut avoir des marqueurs de performance. Ça, c'est un sujet à débattre, mais c'est l'idée que je vous propose. Et donc, avec Maude Besançon et Baptiste Barbeau et d'autres collègues, on a proposé plusieurs épreuves qu'on appelle EPOC, évaluation de potentiel créatif, qui sont utilisables par des enseignants ou par des psychologues, etc., en individuel ou en groupe classe.
Et donc, je vous donne des exemples parce que ces épreuves se déclinent par champ. On a des épreuves de dessin, des épreuves d'invention littéraire, des épreuves de créativité sociale, etc., créativité scientifique. Et on demande aux enfants d'engager la pensée divergente et aussi la pensée intégrative de synthèse créative. Donc, je vais juste vous donner des exemples d'épreuves. Dans les épreuves de créativité graphique artistique, pensée divergente, on donne une forme banane. Et l'enfant doit faire beaucoup de dessins dans un temps limité. Ça, c'est un enfant qui a fait ces dessins. Certains enfants sont plus performants que d'autres. Et par ailleurs, la pensée divergente s'entraîne bien. On peut prendre une classe et après une séquence d'entraînement de peut-être 2 mois d'exercice, la moyenne de la classe en pensée divergente peut augmenter sensiblement. On a des recherches dessus que si je vous parle en termes d'augmentation de QI comme exemple métaphoriquement, vous savez, le QI moyen, c'est 100 points. Un écart type de QI, c'est 15 points. Si je vous dis, j'ai des paquets d'exercices qui permettent de monter le QI moyen d'un groupe d'élèves de 100 à 115 après 2 mois, vous dites, c'est pas mal. OK? Et on a des choses un petit peu comme ça, disons, qui peuvent monter au moins de 100 à 110, 10 points en divergence. Donc, c'est quelque chose qui peut s'enseigner. En pensée convergente de synthèse, on donne plein d'éléments et l'enfant doit faire un dessin ensemble avec tout. Donc là, vous voyez un enfant qui a posé des différents objets et fait une petite scène de chambre. Et vous voyez un autre enfant qui a fait quelque chose de plus original. Des objets sont plus réunis autour d'une scène de piscine. Par ailleurs, la piscine, c'était une pierre qu'on avait donnée. Ce n'était pas une piscine qu'on a donnée. Et l'ampoule est devenue un petit bonhomme. OK? Voilà un autre. Avec les mêmes objets, un enfant a fait une scène de plage, d'océan, de pêche, très typique. Et un autre enfant a fait un petit bonhomme de lapin avec les carottes comme oreilles, les ampoules comme pieds et la valise comme corps. Donc, c'est pas mal comme synthèse créative en 15 minutes. OK? Là, c'est des enfants de CM1. Alors, donc, on peut voir pour les enfants leur niveau de potentiel, voir s'ils évoluent, parce qu'on a des formes pré-test, post-test. Et on peut entraîner des enseignants à mieux évaluer la créativité. Et ça, c'est une étude avec Martin Storm, où à propos de l'entraînement, comment évaluer la créativité des productions d'enfants, on constate qu'on peut assez facilement augmenter la concordance interjuge aux critères d'évaluation de la créativité par rapport à des enseignants qui n'ont pas d'entraînement. Donc, ici, avec entraînement. Alors, maintenant, des enseignants. On peut enseigner la créativité, on peut enseigner d'une manière créative. Une étude très importante par un auteur qui s'appelle Chambers était menée auprès d'étudiants en thèse à l'université qui parlent de leurs enseignants du lycée. Et des étudiants disent que certains enseignants étaient favorables à leur pensée créative et d'autres défavorables. Donc, les enseignants favorables sont décrits comme des individus faisant des encouragements, un soutien de l'indépendance de pensée, avoir des attentes d'excellence, être disponible en dehors de la classe, et des étudiants qui parlent de leurs enseignants qui ne sont pas propices à la créativité, disent qu'ils étaient découragés, les enseignants n'étaient pas enthousiastes, ils étaient trop critiques, trop autoritaires, et ils favorisent l'apprentissage par cœur.
Donc, c'est la posture d'enseignant. Alors, je vais aller ici à le curriculum et la salle de classe. Donc, les leviers ou les freins. Alors, avec Maude Besançon, dans sa thèse, il y a eu une étude de différents types de pédagogie. C'est le curriculum. Et la comparaison avec notre fameuse tâche utiliser des boîtes en carton, chercher plein d'idées, divergences. Et on constate ici que quand on suit des groupes d'élèves qui ont l'enseignement classique dans des écoles en France, ou le Montessori ou le Freinet, qui est aussi pédagogie alternative, presque à chaque niveau scolaire, des écoles à pédagogie alternative sont plus performantes que l'école traditionnelle en France. Quand on dit ça aux enseignants de l'école traditionnelle, ils disent « Oui, bien sûr, c'est normal, parce que ce n'est pas dans notre programme, donc on ne s'occupe pas de la pensée créative. » OK. Mais c'est juste pour vous dire, la pédagogie peut jouer. C'est un constat. Alors, on peut, j'ai mentionné déjà ce résultat, avec des activités à l'école, développer la pensée divergente, développer la prise de risque, développer la pensée métaphorique, la synthèse, des éléments qui constituent des bases d'une future capacité créative. Et on a des résultats favorables au développement. Donc, c'est une bonne nouvelle, parce que si on ne pouvait rien changer, ça sera triste pour les 2 journées. Okay. Alors, l'environnement physique, ça joue. Dans la classe, est-ce qu'il y a des choses stimulantes disponibles? Est-ce qu'il y a des fenêtres avec vue sur le monde extérieur? Est-ce qu'il y a une lumière agréable pour la créativité? C'est une lumière pas trop forte qui est agréable pour la créativité. Est-ce qu'il y a des couleurs favorables pour la créativité? Certaines couleurs ont été vues, les couleurs de mur de la classe, comme favorables. Est-ce que la température est agréable pour la créativité? Quand il fait trop chaud, c'est pas bon, mais ça dépend des pays. Donc, il faut qu'on voit à Lausanne quelle est la température idéale. Okay? C'est peut-être pas la même chose qu'au Brésil. Okay? Alors, le climat de la classe, ce n'est pas uniquement le climat physique, c'est aussi le climat social. L'enseignant peut mettre en œuvre un climat social propice. C'est quoi? C'est temps pour la pensée, pas trop pressé. C'est une autonomie, une liberté, un soutien de prise de risque. C'est une stimulation intellectuelle et débat au sein de la classe. C'est des relations interpersonnelles positives, d'échange, d'encouragement. Et souvent en créativité, on dit qu'il faut promouvoir que des personnes peuvent surfer sur des idées des autres. Okay? Et il faut des récompenses et reconnaissances de la pensée créative. Il faut dire que c'est dans notre système de valeurs. Alors, un exemple, dans cette académie de mathématiques et sciences, chaque mercredi, des étudiants ont leur journée libre. Ils viennent à l'école et ils font ce qu'ils souhaitent faire. Et c'est un peu comme à 3M ou Google, où des employés ont un peu de temps libre chaque semaine de faire ce qu'ils veulent. À 3M, on cite souvent le cas que quelqu'un avec son temps libre, un après-midi par semaine, s'est amusé. Il était dans le secteur inventer des produits chimiques qui collent bien. Ouais. Et il a dit, je vais inventer un produit chimique qui colle pas du tout bien. Et le résultat, c'est post-it. Alors maintenant, administration et leadership, ça c'est vrai, j'invente rien là. C'est une autre composante de l'école. Il ne faut pas oublier les dirigeants, n'est-ce pas? Parce qu'ils donnent le ton. Et donc, ils fixent des missions, des priorités, des valeurs.
il facilite l'accès aux connaissances, c'est-à-dire pour être une école orientée vers la créativité, c'est pas mal si des enseignants connaissent quelques trucs concernant la créativité. D'accord? Si vous avez juste votre petite idée dans la tête, dans le coin, que le voisin a dit à vous, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Et il faut avoir un accès aux ressources, par exemple des programmes pédagogiques qui entraînent la divergence, ça existe, il faut les acheter, par exemple. Et il faut peut-être fixer des prix, récompenses, systèmes de notation qui indiquent qu'ici, la créativité compte. J'ai été frappé à l'université, quand je mets dans la notation que vous avez quelques points pour une idée originale dans votre papier de synthèse, tout le monde peut avoir une idée originale pour avoir quelques points, finalement. Ils peuvent le faire. Alors, revenons à Adobe, cette grande enquête. Qu'est-ce qui freine la créativité? Qu'est-ce qui diminue la créativité à l'école? Trop d'importance aux tests standards, avoir de bons résultats, PISA, ce genre de choses. Manque de ressources, manque de compréhension de la créativité par des enseignants et restriction du programme pédagogique. Il faut faire ce que le ministère a dit il faut faire et pas autre chose. Et donc, je conclue là. Le développement de la créativité, qu'est-ce qu'il nous faut? Des mesures de potentiel créatif, une formation des enseignants concernant les leviers de la créativité, le design de la salle de classe et des programmes soutenant la créativité. Là, on a l'ingénierie pédagogique des enseignants que vous pouvez mettre en œuvre dans votre matière et un leadership qui fait une priorité pour de l'éducation d'être dans une démarche de créativité. Ça va le timing? OK. Voilà. Donc. Ah.